bonjour. La liberté, c'est le plus beau mot. En tout cas, c'est un de mes mots préférés. C'est un peu le fil conducteur de ma vie. Donc, un plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui. Alors, je voudrais vous parler de la liberté d'entreprendre. Alors, c'est à la fois absolument vertigineux, c'est enthousiasmant parce que c'est une page blanche, et puis c'est aussi beaucoup d'angoisse parce que tout d'un coup, il faut tout faire, tout penser, tout écrire, tout créer. Et on fait ça sans filet. Et il y a quelque chose quand même de très angoissant à tout ça. Alors c'est la décision que j'ai prise après 20 ans d'une carrière peut-être un peu classique, dans laquelle, dans des grandes organisations, certainement on pensait aussi un peu pour moi, il y avait des règles que j'essayais de respecter, pas toujours comme il fallait, mais enfin, en tous les cas j'essayais de les respecter. Et à un moment, une évidence est apparue, c'était le moment de venir et d'entreprendre. Et donc l'aventure a commencé il y a à peu près 20 mois maintenant, et je me suis retrouvée devant un bureau de coworking à Paris. Et GSA, donc Global Sovereign Advisory, venait d'être créé, les statuts venaient d'être déposés, et on avait l'ambition de conseiller des États. Alors ça veut dire beaucoup de choses, et en même temps, justement, c'est ce côté vague et large qui était très intéressant. Et ce que l'on propose, c'est de le faire de manière holistique, de manière globale. Donc pas juste de conseiller par exemple sur de la dette ou de conseiller sur de l'économie ou de la fiscalité, mais justement de dire que si on veut avoir un impact et si on veut travailler auprès des dirigeants que l'on conseille, il faut qu'on leur apprenne et il faut qu'on leur montre et qu'il faut qu'on travaille à leur côté pour avoir des politiques qui sont cohérentes, qui produisent des effets et qui, quelque part, peuvent faire une différence. Et c'est ça l'esprit de Global Sovereign Advisory et ce qu'on a essayé de développer au cours des derniers mois. Alors ça a commencé en mode vraiment commando. J'étais seule vraiment au début pour monter ça. Et puis je me souvenais avoir croisé dans mon ancienne maison quelqu'un qui voulait devenir mon assistante. Alors je l'ai rappelée et je lui ai dit « Est-ce que vous êtes toujours partante ?» Et elle m'a dit bah, « Je prends une douche et j'arrive. » Et elle est pas partie, elle est évidemment toujours là, elle fait partie de l'aventure. Et c'était comme ça au début, c'était les proches, c'était vraiment un petit groupe, un commando. Et j'en garde des souvenirs et des moments très, très émus, très forts, parce que vraiment, on a commencé vraiment littéralement d'une page blanche. Et aujourd'hui, il y a 30 collaborateurs, on conseille une vingtaine de pays dans le monde. Et donc, ça montre le travail que l'équipe a fait et qu'on a fait collectivement, dans un esprit dans lequel on a essayé de développer du sens. Alors, il y a toujours des moments émouvants. Il y a en effet la première mission qu'on ramène, on est très fiers. Et puis, c'est un travail collectif, donc l'équipe, le collectif se réjouit de ça. Il y a évidemment les changements de locaux. Donc, on n'est plus dans un seul bureau. On a des locaux après et on grossit. Il y a aussi l'heure des choix. Et il y avait des choix qui étaient difficiles à faire. On a par exemple accepté de travailler sur un dossier au Venezuela. Et c'était un dossier compliqué parce que quand vous voulez travailler au Venezuela sur des dossiers qui ont une connotation politique, c'est comme si on vous demandait de choisir entre deux camps, entre deux clans. Et c'est quasi impossible à faire parce que ce n'est pas notre rôle de prendre et d'avoir un impact politique, oui, mais pas de prendre parti dans un pays dont on n'est pas citoyen. Et donc, c'était très difficile comme choix parce qu'il s'agissait d'essayer d'accompagner ce pays dans une restructuration de dette où ce qui était en jeu, c'était le fait de passer sous tutelle une partie des actifs si on n'arrivait pas à restructurer la dette, parce qu'ils avaient une dette qui était liée à leurs actifs pétroliers, et si jamais on n'arrivait pas à trouver un accord avec les créanciers pouvaient se saisir des actifs, donc c'était quelque chose quand même d'assez important, sachant que le PIB vénézuélien est essentiellement composé de ces actifs pétroliers. Et donc on a eu ce dilemme, parce que le dossier était passionnant intellectuellement, parce que c'était quelque chose de politique aussi, dans le sens de défendre la souveraineté d'un pays, qui est ce qu'on considérait être notre mission, et en même temps, on ne voulait pas choisir entre deux clans. Et donc, on a finalement résolu, en prenant le dossier, et en disant que comme on voulait en fait travailler pour le peuple vénézuélien, on allait le faire pro bono. Et c'était donc un choix aussi qui a soudé beaucoup l'équipe dans la philosophie qu'on a pu faire et qu'on a pu après développer derrière. Ça, c'était un des premiers choix. Un des deuxièmes choix qu'on a fait collectivement, c'était de créer et de monter une chaire à Sciences Po, une chaire sur la dette souveraine qui a été montée à la fin de l'année dernière, parce qu'on partage tous la volonté de transmettre, d'expliquer ce qu'est la dette en particulier, puisqu'on la voit, et pour nous, c'est
intimement lié à la souveraineté d'un pays. Un pays qui est trop endetté, et beaucoup de pays en ont fait l'expérience, se retrouve à ne plus pouvoir faire les choix les plus élémentaires. J'aime souvent à citer l'exemple de la Grèce, parce que j'ai eu l'honneur de travailler pour le Premier ministre Tsipras, et je me souviens, un jour, dans son bureau, on était et on voulait prendre la décision d'augmenter le salaire minimum. La Grèce était à ce moment-là tout à fait en capacité de le faire, puisque, ayant remis de l'ordre dans ses finances, on avait des marges de manœuvre budgétaires. Et à ce moment-là, en fait, techniquement, on n'était pas en capacité de pouvoir prendre ce choix. Le Premier ministre de son pays n'était pas capable de prendre ce choix tout de suite seul, parce qu'il fallait l'autorisation des créanciers pour faire ça. Et c'est quelque chose qui m'a intimement marqué, frappé, parce que je considérais que c'était une décision politique et qu'il ne valait jamais qu'un pays se retrouve à devoir faire ou ne pas assumer le fait de pouvoir augmenter le salaire minimum. Et donc, le fait d'expliquer que la dette est politique, que la dette, c'est des choix, que quand on augmente la dette d'un pays, si c'est de la bonne dette et qu'elle est productive, c'est bénéfique à tout le monde. Si c'est de la dette, entre guillemets, de la mauvaise dette qui juste s'accumule, quelque part, c'est synonyme plus tard d'austérité et quelque chose que les citoyens doivent savoir et qu'on souhaite transmettre par cette chaire. J'entends la musique, ce qui veut donc dire qu'il faut que je fasse très vite. Et donc juste un petit mot sur cette musique qui est un retour en enfance, puisque j'ai pratiqué le piano pendant de nombreuses années et de nombreuses heures également, 6 heures par jour à une époque pendant plusieurs années. Et donc ce morceau était un moment, parce que 6 heures par jour, faites beaucoup de gammes, donc c'est beaucoup de discipline, c'est finalement pas dans la liberté que ça. Et ce morceau et son interprétation était un moment de liberté. Et Schumann, parce qu'il a cette très belle phrase qui est quelque part pour moi quelque chose qui me porte également, « Rien de grand ne s'accomplit sans enthousiasme ».